Avant de commencer, voici la définition de quelques abréviations que nous utiliserons pour illustrer la structure d'une association. CO, le comité. ME, les membres. GT, les groupes de travail. BE, les bénévoles. ST, le staff, les collaborateurs salariés. DI, la direction, aussi appelé souvent le secrétariat général. GR, des groupes de réflexion ou consultatifs. Pour illustrer cette réflexion, je vais vous raconter une histoire classique d'association. Très souvent, une association commence par la réunion de quelques personnes qui partagent le même intérêt pour une cause ou une problématique. Autour d'une table, de quelques fruits et quelques verres de sirop de sureau, ils en discutent et rêvent de changer le monde. Puis leurs rêves se transforment peu à peu en envie de trouver des solutions. Ils créent éventuellement des prototypes et les testent en réel. Munis de solides arguments, ils arrivent à rallier quelques autres personnes à leur cause. Ensemble, ils réfléchissent au statut de la future association et réalisent la fameuse assemblée constitutive. Le fait de se retrouver à plus que 3 ou 4 est souvent le signe d'un bon départ. Quelques opérations sont réalisées avec succès et le comité enthousiaste part à la recherche de nouveaux membres. Leur slogan est « Venez participer de notre action, elle est juste et bonne ». Mais il est plus facile de trouver des membres sympathisants avec la cause que des membres réellement impliqués dans les opérations quotidiennes. Et le comité rame toujours. L'association grandit peu à peu et le comité commence à s'essouffler, submergé par les opérations. Alors le comité se prépare pour une nouvelle étape, la délégation d'une partie des activités à des bénévoles. Peu à peu, le comité exécute moins et doit organiser autour d'un nouveau mode de gestion. Mais gérer des équipes de bénévoles, avoir toujours un membre du comité présent lors des opérations, c'est terriblement chronophage. Le comité crée donc des groupes de travail réunissant des bénévoles autour de thèmes bien spécifiques tels que la communication, l'événementiel ou d'autres opérations ou encore des activités de support. Puis, au fil du temps, les groupes de travail gagnent en autonomie sans la présence obligatoire d'un membre du comité. Et pourtant, ce n'est pas pour autant que le comité pourra respirer plus calmement. Les activités augmentent, ainsi que la complexité des opérations. L'administratif, n'en parlons pas, ça devient vite insurmontable. Alors, le comité décide d'engager une personne pour l'aider dans toute cette partie administrative. Pendant des mois, le temps de travail du premier poste est assez bas. Cependant, les recherches de fonds ayant abouti, les opérations augmentent et progressivement, d'autres personnes sont embauchées. Vient alors la grande décision. Le staff est assez grand pour que quelqu'un soit engagé afin de piloter toutes les opérations. L'association se professionnalise et, par conséquence, le bénévolat tend naturellement à diminuer. L'association est devenue une vraie petite entreprise, mais poursuivant toujours son but idéal, avec une gestion qui se veut participative et, bien entendu, pas de dividendes. Les années passent, la complexité augmente et l'établissement des bonnes stratégies devient de plus en plus délicat. Le comité remplace alors les groupes de travail, dont les activités ont été reprises par le staff, par des groupes de réflexion. Quel que soit leur nom,
Ceux-ci secondent directement le comité en travaillant généralement sur certains aspects stratégiques ou tactiques. L'association et son comité a passé par plusieurs phases. 1. Le rassemblement et la création d'un concept. 2. La création de l'association avec quelques membres. 3. Les premières opérations en solo et la croissance des membres. 4. La gestion des opérations réalisées par des bénévoles. 5. La création des groupes de travail et les premiers changements organisationnels. 6. L'engagement des premières personnes du staff. 7. La délégation de la gestion opérationnelle à un poste de direction. 8. La création des groupes de réflexion. Il n'existe aucun standard, mais le passage par toutes ces phases peut durer plusieurs années, voire des dizaines d'années. Une association est une entreprise avec 4 grandes dimensions. Sa mission ou sa raison d'être, son essence, sa vision du futur, son rêve atteignable, sa gouvernance pour assurer un fonctionnement harmonieux, ses opérations pour créer l'impact qu'elle recherche. Chacune de ces dimensions est divisée en 2 espaces. 1. L'espace interne, qui est plus organisé, plus structuré. 2. L'espace externe, qui doit être plus souple et adaptable, car il est en contact avec le monde extérieur. Pour la mission, les innovateurs observent le contexte, ont des idées et les transforment en concepts. Grâce aux planificateurs, ces innovations sont transformées ensuite en définition de services et produits. Pour la vision, les stratèges rêvent d'idéaux et les échangent, inspirant autour d'eux un futur meilleur. Ils sont heureusement soutenus par les conseillers qui comprennent et traduisent leur vision. Mais l'association doit tenir le gouvernail pour naviguer dans son contexte. Et c'est là que les informateurs interviennent, véritables diplomates et négociateurs. Toutefois, la gouvernance interne a besoin des conservateurs, éléments généreux et stabilisateurs, prêts à amortir les chocs de l'extérieur. Tout ceci ne sert à rien sans les équipes de réalisateurs des services et des produits de l'association. Ils sont heureusement accompagnés par des gestionnaires pour que tout soit fait dans les délais et les coûts prévus. Et chacun de ces 8 blocs ou espaces requiert autant des compétences organisationnelles que des préférences au travail selon la classification établie par Myers-Briggs, le MBTI. Idéalement, il faudrait que tous les blocs soient couverts par une ou plusieurs personnes y ayant une de ces préférences. Et c'est là que ça se complique. Car au cours de la vie de l'organisation, sa configuration va changer considérablement et le comité va devoir s'adapter pour y naviguer. S'adapter pourra aussi signifier changer. Ce graphique représente l'évolution de la distribution des rôles du comité. Ceci pendant les 8 différentes phases de la vie de l'organisation, rappelées sur votre gauche. D'accord, il peut paraître terriblement indigeste au premier abord. Donc, regardons-le plus en détail. Au début de l'existence de l'organisation, le comité doit définir sa vision et une stratégie.
entre autres pour convaincre les futurs membres à rejoindre la cause. Puis assez rapidement, il passe à l'action et a moins de temps pour faire de la stratégie. Gérer les bénévoles, les groupes de travail et même les premiers collaborateurs salariés est une de ses principales préoccupations. Il a basculé de la stratégie à la gestion. Puis survient l'engagement d'une personne pour le poste de direction et un nouveau basculement se fait. Le comité peut enfin se décharger de la gestion des opérations et reprendre son rôle de stratège qui culminera lors de la création des groupes de réflexion. Tant que le comité est au front, il n'a pas le temps pour jouer le rôle de conseiller. C'est avec les groupes de travail et les premiers collaborateurs qu'il devra le développer. Un point culminant sera lors de la création du poste de direction, pour être ensuite soulagé par les groupes de réflexion. Au début, le comité est seul pour innover et concevoir des solutions. Lors des phases opérationnelles, ce besoin d'innovation diminue nettement. Puis, progressivement, il pourra déléguer ce rôle à la direction et ensuite au groupe de réflexion. Une grosse impulsion de planification commence avec l'arrivée de plus de membres et des premiers bénévoles. Progressivement, le comité pourra déléguer ses tâches de direction et organisation. Enfin, un rôle qui reste relativement constant, celui de la politique et de la conciliation d'intérêts. C'est un des rôles clés du comité, celui de la représentation. Le creux, lors de la phase des opérations avec les bénévoles, est essentiellement causé par un manque de temps. Vous vous souvenez de la définition des conservateurs ? Ce sont ces personnes généreuses et stabilisatrices, prêtes à amortir les chocs en provenance de l'extérieur ou encore lors des grandes transitions. Eh bien, la plus grande transition arrivera lors de l'engagement du premier collaborateur salarié. Un retour à la normale sera possible avec la création du poste de direction. Le rôle de gestionnaire est fortement lié aux opérations. Cette courbe montre une parfaite concordance avec l'implication du comité dans les opérations. Il finira par presque disparaître des rôles du comité lorsque celle-ci atteindra des niveaux plus avancés. Ce graphique est le plus simple de tous, représentant la part de travail opérationnel du comité. Il diminuera sensiblement avec l'arrivée des bénévoles et encore plus fortement avec les premiers éléments du staff. Bien, c'est un peu plus clair maintenant? Alors nous pouvons entrevoir quelques pistes de recommandations pour les comités. 1. Équilibrer les compétences organisationnelles de vos comités. 2. Et aussi, ou surtout, leurs préférences au travail. 3. Changer la configuration de vos comités au fil du temps. 4. Quitte à changer leurs membres. 5. Respecter les recommandations de Zéro pour la durée et reconduction des mandats. 6. Donner le lead aux personnes les mieux adaptées à la phase de la vie de l'organisation. Ce ne sont pas les seuls. Alors, je vous souhaite d'excellentes réflexions. Au revoir.